Bonjour, aujourd'hui on va regarder le nombre de matrices diagonalisables dans Mn de FQ. On va surtout les dénombrer, ce qui va nous donner un certain pouvoir, le pouvoir en fait du combinatoricien, c'est justement de comprendre par le dénombrement. Et ça c'est intéressant. Et ensuite on pourra regarder le comportement asymptotique de ce nombre. En gros, quelle est la probabilité, quand Q est grand, de piocher là-dedans, dans les matrices de taille n sur FQ, une matrice diagonalisable. Ça, c'est intéressant. Voilà. Bon, sur C, on a un background quand même sur C, c'est que l'ensemble des matrices diagonalisables contient un ouvert dense. Voilà. Disons que ça c'est intéressant. Cette ouvert dense, c'est l'ouvert dense des matrices diagonalisables à valeur propre distincte. Et donc, ça veut dire qu'il y en a déjà vraiment beaucoup. Il y en a partout et beaucoup, ouvert dense quand même. Alors là, c'est pas tout à fait pareil, vous allez voir. Théorème. Soit Dn de Fq, l'ensemble des matrices diagonalisables de Mn de Fq, voilà. On va poser Gn égale le cardinal de Gln de Fq. Bon, alors ça, le groupe linéaire, on sait le dénombrer. Il suffit de dénombrer le nombre de bases. On a une très jolie formule pour Gn, dont on parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, on l'appelle juste Gn. Alors, le cardinal de Dn de Fq, c'est la somme pour N1 plus NQ égale N, avec les NI tous positifs, du quotient Gn sur le produit des GNI. Voilà. Bon, ça nous fait une petite formule, et grâce à cette formule, on va voir que le cardinal de Dn de Fq, donc le nombre de matrices diagonalisables, lorsque Q tend vers plus l'infini, a un équivalent, c'est Q puissance n2 sur factoriel n. Ce qui peut paraître étonnant, ce qui peut paraître décevant. C'est-à-dire que la probabilité de tomber sur une matrice diagonalisable, c'est 1 sur factoriel n. Parce que le cardinal de Mn de Fq, comme c'est un espace vectoriel de dimension n2 sur un corps de cardinal Q, et le cardinal c'est Q puissance n2. Donc la probabilité, c'est 1 sur factoriel n. Bon, oui, c'est décevant par rapport à ce qu'on avait sur C, où on avait un ouvert dense. Partout où on tapait, on était à epsilon d'une matrice diagonalisable. Voilà. Alors, vous pourrez voir cette preuve dans le carnet de voyage en algébrie 1, 3, 54, voilà. Alors, la première chose qu'on va faire pour la preuve, c'est d'ordonner FQ, c'est-à-dire de dire FQ égale zeta1 jusqu'à zeta-Q. Il y a Q éléments, 2 à 2 distincts là-dedans. Et de dire que si A appartient à Dn de FQ, bon, eh bien, A est forcément semblable à une matrice diagonale. Bon, c'est clair. Et quitte à permuter les éléments de la diagonale, donc, ce qui ne change pas la classe de similitude, on peut supposer que A est semblable à la matrice diagonale où on a regroupé tous les zeta1, tous les zeta2, tous les zeta-q en n1, zeta1 jusqu'à nq, zeta-q. Et comme A est de taille n, forcément la somme des ni est égale à n comme c'est écrit ici. Réciproquement, si A est semblable à une matrice diagonale, alors elle est diagonalisable. Voilà, donc on a un si et seulement si. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'unicité des ni pour un A donné. Donc ce que je dis, c'est que A est semblable à un DNI. Alors DNI, c'est cette matrice diagonale, avec le QUplé NI, et que A est semblable à un DNI, mais pour un NI unique. D'accord ? Il y a un unique QUplé NI tel que A est semblable. Il ne peut pas y en avoir deux. Alors pourquoi ? Ben oui, parce que quand on prend A et qu'on va dire qu'elle est diagonalisable, comme elle est diagonalisable, son polynôme caractéristique, il est scindé sur FQ, donc on peut l'écrire comme un produit indice I de x moins zeta I puissance certain NI, et comme A est semblable à une matrice DNI, elles ont donc même polynôme caractéristique. Ce polynôme caractéristique, c'est celui-ci,
et on peut identifier les NI grâce au théorème d'unicité de la factorisation d'un polynôme. Donc les NI sont bien uniques par ce théorème. Voilà, donc ça c'est assez facile, ce qui va faire que maintenant on a compris comment on allait attaquer ce problème. On va l'attaquer par les actions de groupe, avec les matrices. C'est comme dans le film Matrice, faut attaquer les choses avec la bonne pilule, en quelque sorte. Alors donc, là ici, on va regarder et on va dire que GLN de FQ agit sur les matrices diagonalisables par conjugaison et les orbites sont classifiées, d'après ce qui précède, par les QUplets de NI avec somme de NI égale N. Voilà. En gros, dN de FQ, c'est la réunion disjointe de ces orbites. C'est exactement ce qu'on a dit. A dans dN de FQ est forcément dans une de ces orbites et une seule. Voilà. Alors allons-y, maintenant analysons orbite par orbite. Donc on va regarder l'orbite de dNi, pour un NI qui vérifie la somme égale N. Eh bien, c'est forcément en bijection, puisque là maintenant, GLN de FQ agit transitivement, forcément, puisque c'est une orbite. C'est donc en bijection avec GLN quotienté par le stabilisateur pour l'action de conjugaison. Alors maintenant, ce stabilisateur, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble, ou le sous-groupe, si vous préférez, des M du groupe, GLN, tel que MD, M-1 égale D. C'est ça le stabilisateur. Donc ça fait MD égale DM. Alors attention, ça veut dire que c'est d'une part le commutant de D, mais d'autre part, on prend les éléments du commutant, non pas dans MN de FQ, mais dans GLN de FQ. Voilà, on continue. Alors donc, on cherche le commutant de DNI, que j'appelle D, dans GL. Attention, c'est dans GLN. Alors, allons-y. Bon, DNI, je l'écris comme ça, c'est zeta1, c'est la matrice diagonale, donc c'est zeta1 avec la matrice identité, mais de taille N1, zeta2 avec la matrice identité de taille N2, jusqu'à Q. Voilà, donc c'est ça. Eh bien, M, je vais la mettre dans la même structure bloc que j'ai mis DNI. Donc M s'écrit sous une structure bloc, MIJ avec MIJ, qui a NI ligne et NJ colonne. Voilà. Donc, bon, l'habitude du calcul par bloc nous dit que quand on va multiplier D à gauche, donc gauche comme les lignes, donc ça va être zeta I MIJ, voilà, ça va nous donner ça. Par contre, quand on multiplie à droite, par D, à droite, ça va être les colonnes, ça va être zeta J MIJ. Voilà. Donc, quand on dit que c'est égal, parce qu'on veut que M soit dans le commutant, eh ben, ça va nous dire que ça égale ça. Et donc, dès que zeta I est différent de zeta J, c'est-à-dire dès que I est différent de J, eh bien, ça va nous faire que MJ est égal à 0, forcément. Bref, M a une structure diagonale par bloc, avec des MII qui appartiennent a priori dans MI de FQ, mais a posteriori, comme on sait que M est inversible, on a dit que c'était dans GLN, le fait que c'est une structure diagonale par bloc va faire que chaque bloc est inversible. Ça, c'est bien connu. Donc, MII appartient à GLNI de FQ. La réciproque ne pose aucun problème. Si M est constitué de blocs diagonaux, chacun inversible avec la bonne taille, alors ça va commuter avec D sans aucun problème, d'accord, puisque chaque bloc ici va commuter avec son bloc homologue, parce que ça c'est une homothétie. Donc la réciproque ne pose aucun problème. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer la formule des classes pour dire que le cardinal de dN de FQ, ça va être la somme des cardinaux des orbites, et chaque orbite va être de cardinal, le cardinal du groupe sur le cardinal du stabilisateur, c'est-à-dire Gn sur le produit indice I des GNI. Voilà. Donc on a bien, pour l'instant,
cette formule. Mais pour l'instant, quand Q est grand, vous voyez, cette formule ne va pas nous aider dans l'état où elle est pour calculer un équivalent. Parce que quand Q est grand, le nombre de termes tend vers l'infini. Et donc on ne peut pas dire que la somme des équivalents va avoir pour équivalent la somme. Ça, c'est embêtant. Donc il va falloir trouver un autre moyen pour exploiter cette formule et obtenir ceci. Alors comment on va faire? On va dire que si Q est strictement supérieur à n, forcément pour que les ni soient égaux à n en étant positif ou nul, il va y en avoir forcément des nuls et forcément aussi des non nuls. Mais ce qui va nous intéresser, c'est juste les non nuls. Et les nuls, on peut les jeter. Et on va regrouper les non nuls entre eux. Alors regardez comment on va faire. On va regrouper la somme, ici, juste en gardant les ni qui sont non nuls. Donc, forcément, des ni qui sont non nuls, il y en a à partir du moment où Q est strictement supérieur à n, et il y en a un nombre m, d'accord, compris entre 1 et n. Forcément, puisque la somme fait n. Et donc les ni deviennent strictement positifs. Alors maintenant, on peut donc déjà commencer par écrire une somme. On va subdiviser ceci en les éléments où il y a m éléments non nuls, et m allant de 1 à n. Maintenant, on va encore subdiviser. C'est-à-dire en disant où est-ce que ces m, donc on a fixé m entre 1 et n, et où est-ce que ces m éléments non nuls sont placés dans le QUplé qui est trop grand pour nous. Il y a plein de zéros, et ils vont être placés en position I1, I2, jusqu'à IM, ces éléments, puisqu'il y a m éléments non nuls. Et le reste, c'est des zéros. Voilà. On va appeler ici ce NI1, on va l'appeler NU1, lui, on va l'appeler NU2 jusqu'à NUM. Comme c'est eux qui portent la non-nullité, NU1 plus NU2 jusqu'à NUM, c'est égal à N, forcément, puisqu'on avait ça égal à N, et que tous les autres termes sont nuls. Et maintenant, on va regrouper tous les éléments, quel que soit leur placement, pourvu qu'ils aient les bons NUI, d'accord, NU1 jusqu'à NUM. Donc, on a la somme pour NU1 plus, etc. jusqu'à NUM égale N, avec les NUI cette fois-ci strictement positifs, mais maintenant, comme ces NUI vont nous donner exactement les mêmes termes, on va pouvoir les regrouper et dire qu'il y en a M parmi Q, qui correspond à tous les placements possibles de M éléments parmi Q, ici, dans le QUplé, ici. Donc, bref, on a, c'est de la combinatoire, on a le cardinal qui est égal à la somme pour M égale 1 à N, de la somme pour cette fois-ci NU1 jusqu'à NUM, la somme ici est égale à N, avec les NUI cette fois-ci strictement positifs, c'est ça qui va faire toute la différence, où on a regroupé M parmi Q fois Gn sur G NU1 jusqu'à G NUM. Voilà. Alors là, c'est beaucoup plus simple parce que le nombre de termes de la somme ne dépend plus de Q. Il ne dépend que de N. Voilà. Et N va être fixé, c'est Q qui va être grand. Voilà. Alors maintenant, allons-y, on va pouvoir, avec cette nouvelle formule, attaquer l'équivalent, puisqu'on a un nombre fini de termes. Donc on a un nombre fini de termes, on va regarder ça comme des polynômes en Q, et on va regarder le polynôme, ou les, en fait ça va être le polynôme de plus haut degré. C'est ça qui va nous donner l'équivalent. Parce que on a un nombre fini de termes. Alors, Gn, c'est le nombre de bases, on l'a vu un grand nombre de fois, Q puissance n moins 1, Q puissance n moins Q, jusqu'à Q puissance n moins Q puissance n moins 1. Donc son degré, il y a n facteurs, et ici ils sont tous équivalents à Qn, donc ça va être Q puissance n2. Voilà déjà. M parmi Q, c'est Q facteur de Q moins 1 jusqu'à Q moins m plus 1 sur factoriel n. Donc ça, il y a M
facteur ici, donc c'est équivalent à Qm sur factoriel n. Ce qui va faire que d, le degré de ce polynôme-là en Q, alors c'est pas un polynôme, non, c'est une fraction rationnelle, désolé, c'est oui, plutôt une fraction rationnelle, mais on va regarder l'équivalent de la fraction rationnelle maintenant. Ça va être m pour lui, plus n2 pour lui, moins la somme des nui au carré, i allant de m1 à m. Voilà. Donc voilà, c'est ça le degré. Et on va regarder pour quel m-uplet de nui on a le degré maximal. Pour l'instant, pour quel au pluriel? Q-E-L-S. Eh bien, on va voir qu'il n'y en a qu'un. Regardez, vous prenez D, donc ici, qui est là, il est inférieur, chaque nui carré est supérieur à nui. D'accord? Puisque, bon, nui, c'est strictement positif, c'est plus grand ou égal à 1. Donc, on a M, D va être plus petit que M plus N2, moins, et j'ai remplacé nui carré par nui ici. Mais la somme des nuis, on sait que c'est égal à N. Donc ça, je peux remplacer par N, d'accord? Et M, je sais qu'il est inférieur ou égal à N. M va de 1 à N. Donc on va avoir que D est inférieur à N plus N2 et moins N à cause de ça. Donc est inférieur ou égal à N2. Mais quand est-ce que l'égalité est obtenue? L'égalité est obtenue si et seulement si tous les nuis carrés sont égaux aux nuis, pour tout i. Mais nui carré égale nui, ça fait nui égale 0 ou nui égale 1. Nui égale 0, c'est pas possible, parce que les nuis sont strictement positifs, donc ça fait juste nui égale 1. Voilà. Donc c'est atteint quand tous les nuis sont égaux à 1 et qu'il y a n nuits, pour m égale n, il faut que m soit égal à n, et les nuits sont égaux à 1. Et ça nous donne bien, en plus, l'autre égalité, m égale n. Donc, on a gagné. Il n'y a qu'une seule fraction rationnelle, ici, qui est dominante dans toutes ces sommes. C'est pour tous les nuits égaux à 1, et on va avoir, dans ce cas-là, m égale n, puisque il y aura n éléments non nuls, et tous égaux à 1, et on va avoir ici quelque chose qui va être équivalent, qui va être égal à n parmi q, gn sur G1, 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 n fois G1. G1, c'est simplement G indice 1 ici, c'est juste Q moins 1. Donc en tout cas, c'est équivalent à Q. Donc ici, on va avoir Q puissance n comme équivalent sur factoriel n. Là, la Gn, son équivalent, c'est Q puissance n2. Et là, on va avoir Q fois Q fois Q, etc. Donc ça va faire Q puissance n. On simplifie et ça fait Qn2 sur factoriel n. Voilà. Donc la prochaine fois, ce que je propose de faire, c'est de regarder ce qui se passe quand on prend dans Mn de Fq une matrice au hasard. Qu'est-ce qu'on obtient comme type de matrice? Qu'est-ce qu'on a le plus de chances d'obtenir? Malgré toutes nos attentes, c'est pas une matrice diagonalisable, parce que 1 sur factoriel n, c'est quand même un peu petit. Voilà. À bientôt.